Un seul veto paralyse 27 pays. La crise de l'UE est-elle plus profonde qu'il n'y paraît? Voilà maintenant 3 mois que l'Union européenne est dans l'impasse. Impossible de débloquer le prêt colossal de 90 milliards d'euros destiné à soutenir l'Ukraine en pleine guerre. Ce blocage, officiellement porté par la Hongrie de Viktor Orban, met à nu les failles du système européen. Mais ce n'est plus juste un face-à-face entre Budapest et Bruxelles. L'Italie, à la surprise générale, a rejoint le camp des hésitants, révélant un malaise bien plus vaste. D'autres États membres, plus discrets, questionnent eux aussi la pertinence d'un tel engagement financier, alors que l'inflation, la pression fiscale et la peur d'une crise économique planent sur le continent. Côté ukrainien, l'attente devient une question de survie. Sans ce prêt, Kiev risque de ne plus pouvoir payer ses fonctionnaires, maintenir ses infrastructures ou résister à la pression militaire russe. Pourtant, à Bruxelles, le mécanisme de décision tourne à vide. Officiellement, c'est simple. Selon les règles de l'UE, un seul veto suffit à bloquer tout le processus, et c'est ce dont la Hongrie use, en toute légalité, pour défendre ses intérêts. Orban pose ses conditions. Il exige la réparation du pipeline Druzhba, vital pour l'économie hongroise, avant d'envisager tout déblocage. Derrière cette posture, il y a des enjeux nationaux très concrets. Emploi, prix du carburant, stabilité économique. La position est juridiquement irréprochable, mais politiquement explosive. Ce blocage n'est pas qu'un bras de fer sur un pipeline ou une question de procédure. C'est un révélateur d'une Europe fracturée, où la solidarité affichée se heurte à la réalité des intérêts divergents, de la méfiance et de la lassitude envers les institutions de Bruxelles. Les critiques fusent, et si l'UE, à force de compromis impossibles, risquait de perdre sa crédibilité sur la scène internationale, tout en exposant ses citoyens à un futur plus incertain, plus coûteux, plus instable? L'Europe joue gros, stabilité politique, poids économique, confiance des peuples, et peut-être même son avenir en tant qu'acteur géopolitique. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'Union, autrefois unie face à la crise ukrainienne, se retrouve-t-elle piégée par ses propres règles, impuissante face aux enjeux? Plongeons maintenant dans les coulisses de ce blocage pour comprendre comment l'Europe s'est enfermée dans cette impasse. Pourquoi ce prêt? D'où vient le blocage? Pour comprendre l'impasse actuelle de l'Union européenne, il faut d'abord saisir l'enjeu du fameux prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Ce plan, prévu pour soutenir Kiev jusqu'en 2027, doit permettre à l'Ukraine de continuer à fonctionner malgré la guerre, payer ses fonctionnaires, réparer ses infrastructures, maintenir l'économie à flot. Mais attention, il ne s'agit pas d'un don. L'Union européenne se porte garante d'un prêt, que l'Ukraine devra rembourser. Sur le papier, certains responsables européens affirment que ce remboursement pourrait être facilité, voire assuré, par de futures réparations de guerre payées par la Russie. Mais en réalité, aucun cadre juridique solide ne garantit ni la capacité de l'Ukraine à rembourser, ni la certitude que Moscou paiera un jour. Et là surgit une inquiétude majeure. Si l'Ukraine ne rembourse pas, ou si les réparations russes restent de la pure fiction, qui paiera la facture? La réponse est claire. Ce sont les budgets nationaux des États membres, donc les contribuables européens, qui devront assumer le coût. Pour donner une idée de la somme, ces 90 milliards d'euros représentent environ le budget annuel de la Bundeswehr, l'armée allemande. Imaginez une seconde. C'est comme si l'Allemagne consacrait une année entière de son budget militaire à couvrir ce prêt. Dans ce contexte tendu, la règle du jeu est simple. Pour approuver ce plan, il faut l'unanimité des 27 membres de l'UE. Or, depuis plusieurs mois, la Hongrie de Viktor Orban bloque le processus à coups de veto. Officiellement, Budapest argue que la stabilité énergétique de la Hongrie est menacée, suite à des frappes ayant endommagé le pipeline Druzhba, vital pour les importations de pétrole hongrois. Orban exige que les flux reprennent avant de lever son blocage. Pour la Hongrie, cette condition n'a rien d'abstrait. La survie de ses raffineries, des milliers d'emplois et le prix à la pompe pour des millions de Hongrois sont directement en jeu. Juridiquement, la position hongroise tient la route. Les traités européens donnent à chaque État membre le droit de veto, et Orban s'en sert exactement comme le prévoient les règles. Pourtant, la fermeté de la Hongrie a surpris.
Alors que beaucoup tablèrent sur un compromis, Orban a campé sur ses positions, allant jusqu'à obtenir le soutien de l'Italie et même l'intérêt affiché, plus discret, de la Slovaquie. Conséquence, même les outils prévus pour forcer la main à Budapest, comme la fameuse procédure de l'article 7 qui peut priver un État du droit de vote, restent quasi inopérants. Car pour la déclencher, il faut l'unanimité des autres membres, et la Slovaquie a déjà annoncé qu'elle ne suivrait pas. Dans les coulisses, la pression monte. Les dirigeants européens, d'Emmanuel Macron à Ursula von der Leyen, dénoncent une crise sans précédent. L'Allemagne parle de déloyauté grave et promet des conséquences. Mais la réalité, c'est que Bruxelles manque de leviers concrets. Les options légales existent, saisir la Cour de justice européenne, par exemple, mais ces procédures pourraient durer des mois, voire des années. D'ici là, la situation financière de l'Ukraine pourrait radicalement évoluer, rendant le débat obsolète. Et pendant ce temps, le vrai risque plane. Si l'Europe reste bloquée, la crédibilité de l'Union, sa capacité à agir et surtout, la stabilité économique de chaque pays membre sont en jeu. Car, in fine, ignorer cette impasse politique, c'est prendre le risque que le coût du conflit et de l'incapacité à s'accorder retombe sur chaque citoyen européen via des hausses d'impôts, une inflation accrue, voire une perte d'influence de l'UE sur la scène internationale. Mais ce blocage ne tient pas qu'à la Hongrie. Explorons maintenant ce veto et les motivations plus profondes qui se cachent derrière cette crise européenne. Un mécanisme à l'arrêt, des capitales divisées et un effet domino inattendu. Voilà l'état de l'Union européenne aujourd'hui, alors que la crise autour du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine s'approfondit. Officiellement, tout part du veto hongrois. Viktor Orban bloque, expliquant que la Hongrie reste dépendante du pétrole russe et que le pipeline Druzhba, essentiel pour son approvisionnement, n'a toujours pas été réparé. Pour Budapest, il est impensable de soutenir l'effort financier tant que ses propres besoins énergétiques ne sont pas sécurisés. Mais derrière cette justification se cache une dynamique bien plus complexe. Le vrai choc est venu de Rome. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien et leader d'une droite nationaliste ambitieuse, a choisi de soutenir la logique d'Orban. L'Italie, troisième économie de l'Union, ajoute ainsi un poids décisif au blocage. Les images de la poignée de main chaleureuse entre Orban et Meloni, captées juste après le vote, sont devenues virales et ont marqué les esprits. Selon plusieurs sources européennes, Meloni a même soutenu, lors d'un podcast publié après le sommet, que la solution était simple. Si l'Ukraine rouvre le transit pétrolier via Druzhba, l'argent sera débloqué automatiquement. Une position qui légitime celle d'Orban et qui inquiète beaucoup de diplomates. Pour la première fois, un grand pays fondateur s'aligne ouvertement sur une ligne qui défie Bruxelles. La Slovaquie aussi s'oppose désormais aux documents finaux sur l'Ukraine. Son Premier ministre, Robert Fico, estime que la relation avec Kiev ne peut pas reposer sur un principe d'obligation unilatérale, où l'Europe doit tout donner sans garantie de réciprocité. Bratislava a déjà coupé ses livraisons d'électricité et de carburant à l'Ukraine, invoquant des contrats que Kiev, selon Fico, aurait violés. Nous voilà avec un front de refus qui s'élargit, mettant en évidence l'incapacité de Bruxelles à imposer l'unité. Les outils de pression traditionnels de l'Union, Cour de justice, article 7, menaces de sanctions, s'avèrent impuissants. Tous exigent l'unanimité, un consensus désormais mathématiquement impossible à obtenir. La mécanique institutionnelle est grippée. Même les scénarios les plus radicaux, comme priver la Hongrie de son droit de vote, sont devenus irréalistes. Il suffit d'un ou deux alliés pour faire tomber toute la stratégie de Bruxelles à l'eau. Derrière ces blocages, des camps se forment de plus en plus nettement. Orban, Fico, Meloni, trois leaders qui défendent l'intérêt national contre la pression du centre européen. Leur rhétorique séduit d'autres gouvernements inquiets pour leur souveraineté ou leur économie. L'axe Budapest-Rome-Bratislava ouvre la voie à une contestation structurée du pouvoir bruxellois, bien au-delà de la simple question ukrainienne. Dans ce climat tendu, les soupçons de manipulation étrangère ne font qu'ajouter à la méfiance. Orban fait l'objet d'accusations d'influence russe dans sa politique intérieure, notamment via des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Mais chose frappante, même l'opposition hongroise,
pourtant très critique envers Orban, dénonce les tentatives de pression extérieure, notamment de la part de Kiev ou de l'UE. Ce rejet de l'ingérence, venant de tous bords, souligne à quel point la question de la souveraineté nationale est centrale dans le débat. Pour répondre à ces risques, Bruxelles a activé son mécanisme de lutte contre la désinformation, multipliant les vérifications et menaçant d'amende les plateformes récalcitrantes. Mais là encore, la contestation gronde. Les critiques dénoncent un système de fact-checking à sens unique qui ne remet jamais en cause la ligne officielle de l'UE. Cette asymétrie alimente le ressentiment et fragilise la légitimité déjà vacillante des institutions européennes. L'Union est donc à la croisée des chemins. Respecter ses propres règles au risque de l'impuissance, ou les contourner et saper sa crédibilité. Car ce blocage n'est pas un simple désaccord technique. Il fait trembler les fondations mêmes de l'Union. Quelles conséquences pour l'avenir? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Qu'arrivera-t-il si rien ne bouge avant fin avril? Cette question, qui semblait encore théorique il y a quelques semaines, devient chaque jour plus pressante. Car la réalité, c'est que l'Ukraine, sans ce soutien européen, risque un effondrement financier dès le mois de mai. À Kiev, tous les signaux sont au rouge, les caisses se vident, l'aide promise reste bloquée et la monnaie nationale est sous pression. Les salaires des fonctionnaires, les retraites, les services publics. Tout cela dépend désormais du bon vouloir, ou non, des capitales européennes. Face à ce blocage, la Commission européenne tente d'improviser. On évoque des prêts bilatéraux où chaque pays déciderait d'aider l'Ukraine à sa façon, en contournant l'obstacle du veto. Mais cette solution pose deux problèmes majeurs. D'abord, elle n'a ni l'ampleur ni la légitimité d'un accord à 27. Ensuite, elle entérine l'idée d'une Europe à la carte, où la solidarité devient optionnelle et où les plus puissants, comme l'Allemagne, paient pour les autres. D'ailleurs, Berlin a déjà envoyé près de 22 milliards d'euros à Kiev depuis 2022, soit 5 fois plus que la France, alors que la contribution de la Hongrie reste, elle, nulle. Cet équilibre n'est plus tenable et attise les tensions entre États membres. Un autre dossier cristallise les divisions, la confiscation des actifs russes, gelés en Europe depuis le début du conflit. À Bruxelles, certains voudraient saisir ces avoirs pour financer l'aide à l'Ukraine. Mais la Belgique, qui abrite Euroclear, le géant européen du stockage d'actifs, s'y oppose fermement. Pourquoi? Parce que toucher à ces réserves souveraines serait un précédent dangereux. Imaginez, si l'Europe commence à utiliser l'argent d'autres États contre leur gré, n'importe quelle banque centrale, n'importe quel fonds souverain pourrait décider du jour au lendemain de transférer ces milliards ailleurs, loin de Bruxelles et de Francfort. La réputation de l'Europe comme havre financier en prendrait un coup terrible, et les risques de représailles juridiques s'envoleraient. D'ailleurs, la Russie a déjà envoyé des menaces de poursuites internationales, et la Belgique serait la première cible. Au-delà de ces débats techniques, c'est l'unité européenne qui se fissure. Derrière le duo Orban-Meloni, d'autres voix hésitent ou s'opposent en coulisses. La Pologne, la Slovaquie, même certains hauts responsables belges. Le front du soutien inconditionnel à l'Ukraine n'est plus aussi solide qu'avant. Et pendant que les grands pays tentent de convaincre les plus réticents, la fatigue s'installe. L'inflation grignote le pouvoir d'achat, la pression fiscale monte, l'opinion publique doute. Si la crise s'enlise, c'est tout le projet européen qui vacille, perte d'influence sur la scène mondiale, divisions internes et surtout un risque de crise économique bien réel pour chaque citoyen. Dans ce contexte, certains, y compris au sein du G7, plaident pour un retour à la table de négociation plutôt qu'une surenchère de sanctions ou de prêts risqués. Mais la question demeure. Comment réconcilier des intérêts nationaux si divergents alors que l'urgence s'installe? Face à ces risques, quelles leçons tirer et quelles pistes explorer pour sortir de l'impasse? Ce blocage révèle-t-il une nouvelle ère pour l'Europe? Jamais auparavant l'Union européenne n'avait paru aussi divisée face à une crise majeure. 3 modèles émergent désormais, incarnés par leurs leaders. Viktor Orban, lui, défend avant tout la stabilité nationale, quitte à s'opposer frontalement à Bruxelles. Robert Fico, du côté slovaque, insiste sur le respect strict des accords et l'équilibre contractuel, refusant que les règles changent en cours de route.
Enfin, Giorgia Meloni, forte du soutien italien, place la souveraineté diplomatique au-dessus des solidarités automatiques, n'hésitant plus à remettre en cause les priorités fixées par l'Union. Dans cette cacophonie, un constat inquiète. L'opinion publique, les marchés financiers et les institutions européennes semblent évoluer désormais à des rythmes totalement différents. Les citoyens européens, eux, ressentent déjà les conséquences du blocage. Hausse du coût de la vie, crédits plus chers, ralentissement de l'économie, délocalisations industrielles. En Allemagne, par exemple, la stagnation lamine les perspectives, les prix du gaz et du diesel restent élevés, et la pression fiscale s'accroît. Les experts décrivent un malaise qui dépasse le simple dossier ukrainien. Le doute s'installe sur la capacité de l'Union à protéger ses propres intérêts et à rester un pilier de stabilité. Alors, que faire? Plusieurs scénarios alternatifs sont désormais sur la table. Certains envisagent des accords bilatéraux, contournant le veto hongrois, d'autres réfléchissent à des mécanismes hors du consensus habituel, mais rien n'offre de garantie de succès. Les débats autour du prochain sommet s'annoncent électriques. La solidarité européenne, qui fut longtemps un pilier intangible, va-t-elle céder devant la résurgence des intérêts nationaux? Certains responsables politiques assument ce tournant, estimant défendre avant tout leurs citoyens. D'autres y voient un abandon pur et simple de la solidarité en temps de crise et un signal dangereux pour la crédibilité internationale de l'Europe. N'oublions pas non plus la pression extérieure. Moscou, par la voix du Kremlin, a déjà perçu ces fissures et affirme recevoir des signes d'ouverture de la part de plusieurs pays européens. Dans le même temps, la perspective d'utiliser des actifs souverains russes ou de recourir à des mécanismes collectifs d'endettement s'est heurtée à des limites juridiques et politiques bien réelles. Le risque est double. D'un côté, un affaiblissement de la réputation de l'Europe comme place sûre pour les capitaux, de l'autre, une réduction du poids géopolitique du continent, précisément au moment où la stabilité mondiale est en jeu. À travers ce blocage, c'est bien plus qu'une aide à l'Ukraine qui se joue. La cohésion politique et la stabilité économique de l'Union européenne sont menacées. Un mauvais choix aujourd'hui pourrait marquer une rupture durable, voire irréversible, dans la construction européenne. Que retenir alors de cette impasse? Et surtout, comment agir face à ce dilemme historique? L'Europe est à la croisée des chemins. Que choisiriez-vous? Ce blocage autour du prêt à l'Ukraine, loin d'être un simple bras de fer institutionnel, touche directement votre vie, votre portefeuille et l'avenir de notre continent sur la scène mondiale. Car derrière le veto d'Orban et le soutien de Meloni, c'est toute la mécanique de l'Union qui se grippe. La Commission européenne s'accroche à ses prérogatives, parfois au prix d'ignorer la voix du Parlement, comme l'ont souligné certains députés. Les gouvernements, eux, jonglent entre loyauté envers Bruxelles et défense de leurs intérêts nationaux, protection des industries, stabilité des prix, contrôle sur leur politique étrangère. L'Italie, la Slovaquie, la Hongrie, chacun avance ses pions, dessinant peu à peu une autre vision de la solidarité européenne, plus sélective, plus transactionnelle. Les conséquences sont bien réelles. Si l'accord reste bloqué, des milliards d'euros nécessaires pour soutenir l'Ukraine ne quitteront jamais la case projet. Mais au-delà, c'est notre quotidien qui pourrait en pâtir. Hausse du coût de la vie, ralentissement économique, pression fiscale accrue pour compenser l'instabilité, perte d'influence de l'Europe face aux États-Unis ou à la Chine. Et surtout, le risque grandissant que la légitimité et la cohésion de l'Union soient remises en cause, alimentant méfiance et division. Dans les mois à venir, plusieurs rendez-vous seront décisifs. Élections en Hongrie, sommet européen, débat houleux entre diplomatie, économie et politique. Les équilibres peuvent basculer d'un instant à l'autre. Au fond, la vraie question est là. Quelle Europe voulons-nous? Une Europe unie et solidaire ou une alliance d'intérêts nationaux prêts à primer sur le collectif? Votre avis, vos choix, votre vigilance sont plus importants que jamais. S'informer, débattre, peser dans cette discussion, c'est aussi votre pouvoir. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour mieux comprendre les enjeux à venir et ne rien rater des prochains rebondissements, abonnez-vous et activez la cloche.